Bon bah première question, je suis obligé de la poser, on est 4 jours après. Comment est l'ambiance? Comment ça va de ton côté évidemment, mais même au niveau du club, comment est l'ambiance après cette défaite? Forcément, on aurait tous aimé aller en finale, faire une semaine de plus. Surtout, voilà, moi, avec ce dernier coup de pied, j'aurais aimé offrir finalement ça à toute l'équipe, à tout le club. Après, le soutien que j'ai reçu de la part de tout le monde a été assez incroyable en me disant, écoute, c'est pas là-dessus qu'on perd le match. Voilà, ça aurait pu tout changer, mais voilà, t'en fais pas, voilà, on est derrière toi. Euh, pour le club, ça a été malgré tout une saison assez incroyable parce qu'on a battu des records d'affluence. En termes de résultats, on va dire on est 11 et 5, donc 11 victoires pour 5 défaites. C'est la meilleure saison que le club n'ait jamais fait. Donc, on va dire de ce côté-là, on a eu hier soir un peu la soirée de fin d'année, voilà, où les propriétaires, le directeur général étaient plus que satisfaits, malgré le fait qu'on ne soit pas arrivé en finale. Mais voilà, il reste, en tout cas de mon côté, un petit peu ce goût amer de ne pas avoir franchi cette dernière étape, forcément. Ouais, bah de toute façon, côté compétiteur, de toute façon, c'est normal. Tu me dis, les gens t'ont dit, c'est pas sur la dernière pénalité que vous perdez le match. Selon toi, c'est où? Est-ce que c'est le deuxième essai sauvé par Balécana? Est-ce que c'est la fin de match? Pour moi, c'est même un peu, forcément, ça nous aurait permis de passer directement devant, je crois, à 14-0 Hmm. si voilà, Balécana ne fait pas son retour. Mais je crois qu'à un moment donné, à la 45e, on mène 17-0. Et c'est là où, en fait, où je me dis comment on a pu les laisser revenir dans le match. Et voilà, en analysant un peu, c'est-à-dire sur un coup d'envoi, Balécana, il arrive à se faufiler. Il traverse le terrain, il se retrouve dans nos 22 alors qu'il vient de marquer. En fait, on va dire entre la 50e et la 75e, on leur a laissé des petites miettes et on savait exactement que c'était une équipe qui se nourrissait de ça, qu'il fallait juste voilà, un petit coup une petite étincelle venue de nulle part pour les réveiller. Et je pense que voilà, ce qu'on n'a pas su, voilà, on n'a pas su les tuer quand il le fallait. Hmm. Il y a eu aussi, il y a certainement aussi un peu la force de l'habitude, parce que bon, bah, eux, ça fait 2 ans qu'ils sont champions, ils ont joué des finales de conf plus d'une fois. Alors, Chicago y était l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu moins c'était une plus grosse surprise pour le coup. Euh, j'ai l'impression, moi, comme je te disais, j'ai eu l'occasion de voir le match. La tactique, c'était vraiment de leur rentrer dedans, le jeu d'avant a fait très mal. Je vous avez une grosse troisième ligne, Rumble notamment, la deuxième ligne avec Flèche et Scott. C'était ça le but, c'était vraiment de les enfoncer et derrière de faire potentiellement commettre des fautes pour que tu prennes les points et sinon marquer au press, c'était ça le plan de jeu. En fait, nous, c'est surtout un peu adapté, on va dire, à la défense des Free Jacks, parce qu'en fait, ils ont une défense qui est hyper agressive. Ils montent sur des rails en sprint, peu importe s'ils sont en 5 contre 3 ou en égalité, c'est toujours la même vitesse. Donc forcément, ce qui rend un peu plus compliqué, on va dire, le déplacement du ballon ou de jouer dans le dos plusieurs fois, parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent, c'est de te choper derrière la ligne d'avantage. Alors que, voilà, nous, on essaie justement de ne pas concéder des mètres à chaque fois. Donc, la consigne a été d'abord de gagner des collisions. Et si jamais là-dessus, on aurait un peu l'avantage ou du momentum, ben, à ce moment-là, essayer de décaler un peu plus le ballon. Notamment, on l'a fait pas mal de fois sur des réceptions jouées au pied, où on a eu des réceptions plutôt positives. Voilà, on est passé dans le dos de la cellule d'avant pour aller chercher un peu le milieu et freiner un peu cette vitesse de montée. Mais voilà, c'est pas une équipe qui te permet de rentrer facilement dans les couloirs de 15 mètres parce qu'ils ont ces ailiers, ces deuxièmes centres qui montent hyper fort, hyper haut. Mhm. Ouais, puis on voit leur banc, il était hyper solide. Enfin, quand tu fais rentrer Van der Bank, notamment, enfin, c'est sûr que ça fait la diff. D'une manière plus générale, on va quitter un peu cette finale de conf. D'une manière plus générale, bon, bah, meilleur bilan que la saison dernière, même résultat final, mais même meilleur bilan que la saison dernière. Vous avez battu New England largement à domicile.
Vous êtes à deux doigts de les battre là en finale de conf. Vous avez battu Houston deux fois de suite, enfin deux fois en championnat, donc le finaliste de l'autre côté. La saison, tu l'as dit, vous êtes globalement satisfait. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Nate en début de saison, qui me disait que vraiment l'objectif, c'était le titre, que l'effectif était fait pour. Est-ce que vous vous êtes surpris ou clairement vous êtes au niveau où vous attendiez? Euh, pour moi, on va dire c'était un peu différent parce que enfin, tu l'as suivi certainement, j'imagine que moi je suis arrivé après la prépa, c'est-à-dire je suis arrivé enfin, à la J3, il me semble. Donc, on va dire, moi, je n'étais pas vraiment là pour parler d'objectifs. Enfin, quand je suis arrivé, je connaissais deux, trois joueurs avec qui j'avais joué en France ou que j'avais croisé. Donc, pour moi, la phase d'adaptation a été hyper rapide et c'était un peu plus dur pour moi de jauger si l'équipe avait évolué par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui avait changé, etc. Là où j'étais très surpris, c'est que vraiment, voilà, le staff et enfin, tout le management du club avait un plan hyper détaillé et défini de la J1 à la J16. On savait exactement ce qu'on allait faire à telle journée, à telle date. Donc voilà, je pense que il y a eu énormément de réflexion derrière cette chasse, on va dire, du bouclier ici. Euh, on a eu un petit creux, je dirais, à la J9, à la J10, parce qu'on va dire, on a eu ce jeu pas forcément très flamboyant, très basé sur le jeu d'avant. Et je pense que c'est à ce moment-là où on a changé un peu notre fusil d'épaule en se disant, OK, il va falloir qu'on déplace un peu plus le ballon, il faut qu'on soit un peu plus ambitieux sur les lancements de jeu. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et comme tu le dis, les résultats tout au long de la saison l'ont plus ou moins prouvé, c'est-à-dire on a battu les plus gros. Même le match, je crois que c'est la J13, justement, où on va à New England à Oui. l'extérieur. C'est un peu le même scénario presque que la demi. On mène à la mi-temps, je crois, de 12 points ou quelque chose comme ça. Et finalement, entre la 50e et la 70e, on les laisse revenir. Et c'était un peu le discours aussi à la mi-temps. On dit, les gars, on était exactement dans cette configuration il y a quelques semaines. On sait ce qu'il faut faire. Et voilà, donc ça s'est joué un petit rien, mais voilà, c'est un groupe qui est assez solide, qui a maintenant l'expérience de deux finales de conférence. J'espère que l'année prochaine, ce sera la bonne. Justement, en parlant de l'année prochaine très rapidement, tu sais déjà si toi tu restes. Est-ce que tu sais si le groupe va beaucoup bouger ou va y avoir déjà des départs actés ou pas encore? Il y a eu des entretiens au début de semaine. C'était pas forcément du définitif. Enfin, je commence par moi. En ce qui me concerne, c'est en bonne voie. Après, c'est voilà, un championnat qui est assez particulier. Sur 6 mois, le reste de l'année, voilà, il y a pas mal de mecs qui rentrent chez eux. Il y en a qui restent un peu ici. Voilà, c'est pas évident. C'est à réfléchir en tout cas. Voilà, dans ma situation, j'ai une compagne, un fils, etc. Ça se prend pas à la légère. Donc, on va prendre un peu le temps de réfléchir. J'ai le stage avec les États-Unis là qui va commencer vendredi, qui va durer tout l'été. Ça fera encore plus d'absence, on va dire, de la maison. Donc, je me suis énormément régalé ici, rugbystiquement, mais enfin, au niveau familial, c'est pas évident, quoi. C'est compliqué, donc à voir. Sinon, la volonté du staff, c'est clairement de garder 80-85% de cet effectif, ce qui fait par exemple un peu la force de New England aussi, parce que depuis 3 4 5 ans, ben, ils ont des leaders qui restent les mêmes, bah, les Canucks, on va dire, cette stabilité fait leur force en quelque sorte, et je pense que c'est ce que Chicago a besoin aussi euh, pour aller chercher le titre peut-être la saison prochaine. Et au niveau du club, justement, est-ce que t'as été surpris par tout ce qui est installation? T'as parlé du plan du staff pour du début de la saison jusqu'à la fin, avec cette idée d'aller chercher le bouclier. Au niveau infrastructure, au niveau du quotidien, comment c'était à Assez incroyable, je dois dire, j'étais assez surpris. En fait, on est dans les anciennes installations de Chicago Fire, l'équipe de MLS de foot. Et donc, le stade est assez magnifique, on a un terrain qui est superbe.
On a même une espèce de dôme qui nous permet de nous entraîner pardon, à l'intérieur parce qu'il fait assez froid quand même jusqu'à fin avril, début mai. Voilà, tu as des températures proches de zéro. Euh, Puis non, je suis arrivé dans un environnement où je me suis dit, OK, les mecs, ils savent exactement ce qu'ils font ici, ça improvise pas la journée. Et surtout, on va dire, il y a eu un noyau dur un peu, un groupe de leadership que j'ai eu la chance par la suite, par mon poste, de rejoindre aussi, avec des gars qui sont là depuis un moment, Dylan Fawcett, Lucas Rumble, McLean Jones, Ollie Devoto qui était là aussi dedans cette année. Donc, on va dire, on a eu un groupe de leaders qui avaient énormément d'expérience, qui étaient performants le week-end sur le terrain et qui s'entendaient hyper bien avec le staff. Et en fait, toutes les réunions, que ce soit en début de saison ou plus proche, pardon, en début de semaine ou plus proche du match, c'était des échanges assez fous où, au final, euh, je me suis dit, mais franchement, j'ai jamais vécu ça dans un club, dans une équipe, pardon, où le staff et les joueurs cadres, en quelque sorte, travaillent aussi bien ensemble et que les messages passent aussi bien de haut en bas. Et pour toi qui as connu bah, justement le haut niveau, avec notamment ces années en Pro D2, au niveau du championnat globalement, tu avais fait quelques matchs avec Atlanta donc en 2023. Là, tu as vécu une vraie saison entière. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en penses de cette MLR? Et même qu'est-ce que t'en penses par rapport à ce que tu as vécu il y a 2 ans aussi? Ouais. Il y a 2 ans, c'était vraiment, on va dire, j'étais à Atlanta pour 5 matchs en tout, donc c'était vraiment, on va dire, une mise en bouche un peu en quelque sorte où je voulais voir, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas, d'emmener toute ma famille aux États-Unis pour y jouer. Et justement, ça m'avait plu, c'était autre chose. J'avais connu la Pro D2 pour voilà, une bonne dizaine d'années. Et voilà, déjà de un, on va dire, c'est une ligue fermée, donc l'approche des matchs est un peu différente. Donc, c'est-à-dire, tu vas plutôt pour les gagner, ou en France, parfois, j'ai l'impression, on joue les matchs pour ne pas les perdre. Donc, déjà, ça, c'était la première différence. Après, c'est un rythme que j'ai vécu cette année qui est assez soutenu. C'est-à-dire, on a que 16 matchs, on va dire, c'est la moitié d'une saison pour les deux. Par contre, ça enchaîne. C'est-à-dire, on a eu sur les 17 semaines où je suis là, on a eu un seul week-end où on est off. Sinon, c'est t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. C'est presque un rythme voilà, de top 14 où je crois que sur la phase retour, on a eu 14 matchs d'affilée sans un week-end de repos et puis avec des très gros déplacements. C'est-à-dire, chaque déplacement, tu pars le vendredi, tu reviens le samedi, voire le dimanche en fonction de la durée, enfin, l'heure du match, etc. Donc, pareil, tu laisses ta famille 3 jours tout seul. Parfois, c'est match sur match à l'extérieur, donc tu voyages 2 fois. Après, en termes de rugbyistique, je crois que c'est un championnat qui évolue énormément, qui, en termes de jeux proposés, est vraiment super intéressant. Ce que je te disais un peu, voilà, les équipes sont portées quand même énormément sur l'offensive, les joueurs tentent beaucoup de choses. Voilà, il y a aussi cette influence, on va dire, néo-zélandaise, parce qu'il y a énormément de joueurs de l'hémisphère sud, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, qui sont là, qui élèvent énormément le niveau. Euh, je dirais parfois, on va dire, pour tout ce qui concerne touche, mêlée, on va dire les lancements de jeu en première main, c'est quelque chose qui est énormément travaillé ici, où j'ai l'impression qu'en France, c'est important, mais beaucoup moins qu'ici. Ici, on fait des clartés en marchant, tout ça, pour vraiment peaufiner ces lancements. En France, j'ai l'impression que c'est un peu plus voilà, le jeu, le mouvement général qui est travaillé aux entraînements, la défense beaucoup plus. Mais le niveau est quand même super élevé, surtout en termes physiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des joueurs, des athlètes assez, assez impressionnants. C'est difficile de dire si c'est du top 14 de la Pro D2, de la nationale, parce que en termes d'approche, c'est vraiment super différent. Je dirais que ça s'approche un peu du Super Rugby, mais voilà, forcément avec un peu moins de joueurs de très 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 haut niveau. Mais voilà, il y a voilà, tu les connais certainement encore mieux que moi, les différentes équipes, mais il y a des internationaux un peu partout, des joueurs qui ont connu des sélections, qui ont joué en premiership, etc. Donc c'est assez plaisant en termes de niveau de jeu. Ouais. C'est là pour être divertissant.
forcément, tout le monde veut gagner les matchs, mais en étant un peu plus audacieux, on va dire, en quelque sorte, en tentant peut-être plus en sortie de camp, voilà, au lieu de jouer au pied en première main, ben, voilà, on va essayer de décaler peut-être sur deux passes, voir si on n'arrive pas à créer un peu d'avancée. Mais voilà, comme tu dis, c'est ça aussi parfois qui rend les matchs un peu fous, enfin, voilà, ce qui fait que parfois les scores, c'est du 42 à 45 ou quelque chose comme ça. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est sans leur taper dessus, c'est-à-dire que le niveau d'arbitrage n'est pas forcément au niveau de jeu actuel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur certains matchs, j'avais l'impression vraiment que les arbitres étaient dépassés et il y a eu des fautes sifflées ou des cartons jaunes, cartons rouges pour des choses lunaires où tu te dis, mais c'est pas possible. Comment le TMO il a pu interrompre le match pour siffler ça. Enfin, voilà, c'est un peu ma seule, ou c'était parfois même une crainte pour nous. On avait certains arbitres, on se disait, non, mais c'est fou, enfin, il va nous bousiller le match. Mais, euh, mais voilà, en termes de jeu proposé, c'était hyper plaisant. Et notamment le jeu que Chicago voulait avoir nous correspondait parfaitement. C'est pour ça, je pense que ça a aussi bien matché d'entrée parce que enfin, on avait notre manager, c'était Chris Latham, qui était un ancien international australien. Et au niveau des trois quarts, c'est Noel Reid, qui a joué un peu à Agen, qui est passé par Leicester et qui est surtout qui vient du Leinster. Donc son jeu à lui, notamment au niveau des trois quarts, ça se rapprochait énormément de ce que fait l'Irlande ou le Leinster, justement. Et Chris, lui, il était derrière ça, quoi. Il voulait déplacer le ballon, tenter des choses. Et c'est ce qu'on a réussi, on va dire, surtout sur la deuxième partie de saison, je dirais. On a parlé du niveau de la MLR, de ce que tu as vu à l'intérieur, notamment à Chicago, au niveau de tout ce qui est installation, etc. Au niveau du public, il m'a dit que à Chicago, il y avait eu des records d'affluence. Alors, je sais bien, hein, tous les stades ne sont pas pleins. Évidemment, toutes les zones géographiques des États-Unis sont pas encore totalement adaptées au rugby. C'est pas du tout leur sport de prédilection. Mais toi, en tant que joueur, et notamment à Chicago, où en plus il y a une grosse diaspora irlandaise, donc je pense que c'est aussi pas mal suivi à cause de ça. Comment tu l'as senti ce public, même dans les autres stades d'ailleurs? C'était assez, on va dire, c'est monté en crescendo au fur et à mesure de la saison. Après, forcément, ce que je disais, il fait hyper froid ici, donc je pense que les quatre 5 premiers matchs, il faisait entre voilà, 0 ou même moins 4 et 6 degrés avec du vent, donc forcément, ça donne pas envie de se déplacer, d'aller au stade. Plus les beaux jours sont arrivés, voilà, quand je te parle de record d'affluence pour Chicago cette année, c'était de dépasser la barre des 5000. Ce qui est pour un nouveau club, enfin, c'était leur troisième saison ici. Ils ont tout commencé depuis zéro. C'était une énorme avancée. Tu as d'autres stades comme Utah, voilà, c'est une équipe un peu plus historique. Pareil, je crois qu'ils jouent devant 4, 5, 6 000 personnes, mais un tout petit stade à l'anglaise un peu où vraiment tu as de l'ambiance qui vient. Euh, Miami, j'ai l'impression que pour l'instant, ça prend pas forcément. On y a joué, je sais même pas s'il y avait 1000 personnes, tu vois, dans les tribunes. New England, disons, pareil, à force d'avoir gagné les titres et tout ça, ils commencent à avoir un public fidèle qui les suit sur quasiment tous les matchs. Euh, je peux pas te dire si, on va dire, dans tout le pays, le rugby prend, mais en tout cas, j'ai l'impression que chaque club évolue quand même d'année en année. Et là où tu te déplaces, voilà, ça dépend un peu. Seattle aussi, c'était un stade ou une équipe on va dire un peu historique, où pareil, il y avait une super ambiance. Mais voilà, ça reste assez hétérogène en fonction voilà, de l'ancienneté un peu des clubs dans ce championnat. Hmm. Il y a un match qui t'a particulièrement marqué là sur cette saison, au niveau de l'ambiance par exemple, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il y a un truc qui te revient? Euh, je sais pas, moi je pense directement au match de San Diego parce que c'est le stade, il est assez magique. Je sais pas si tu as vu, il est un peu, il m'a fait penser, tu connais le stade des Espoirs un peu à Bayonne là, c'est entouré de remparts, était un peu comme dans Hmm. une. Et quand on y va, eux, ils sont invaincus et on va dire c'était un peu le clash, on va dire, du haut C'était du des tableau. premiers, ouais.
Exactement. Et c'était le premier match, parce que les 5-6 premiers matchs, on va dire, je dirais pas que c'était plus poussif, mais voilà, il faisait encore un peu froid. Nous, on était encore en train de chercher un peu notre jeu. Et là, en fait, ce match-là, ça a mis tout le monde un peu dans le truc en disant, OK, là, on va affronter une équipe solide. Et puis, voilà, c'était la première fois il faisait beau à San Diego. Pareil, ils ont des super fans et tout ça. Donc, ce match-là où je me suis dit, OK, ce match-là, c'était proche de ce que j'ai pu connaître lors des matchs les plus importants, surtout, voilà, notamment avec Vannes, les matchs de phase finale qu'on a eu peut-être contre Brive, Grenoble, etc. Bayonne, je me rappelle à l'époque, c'était des matchs qui se rapprochaient de ça en termes de justesse, d'intensité. Et un peu de concentration que tu es obligé d'avoir sur le terrain parce que tu te dis, OK, là, à tout moment, si on fait pas ce qu'il faut, on est derrière les poteaux. Je vais encore discuter de faire le parallèle MLR Pro D2, parce que je suppose que tu as vu l'info, Sam Tuifua, le 8 de Houston, a signé pour 2 ans à Mont-de-Marsan. J'ai vu ça. Toi, qui a fait le chemin inverse, comment tu vois la chose? Est-ce que la MLR est un bon réservoir, pardon, pour la Pro D2? Oui, je pense complètement. Notamment, on va dire, ces joueurs-là, c'est des profils un peu, on va dire, hyper puissants, les gros porteurs de balles qui plaquent fort, etc. Donc, c'est toujours des profils qui ont plu en Pro D2. Euh, je ne connais pas exactement le parcours de Touifois, mais, euh, mais complètement, il y a des joueurs hyper intéressants dans cette ligue qui, eux, parfois viennent parce que dans leur pays domestique, ça paye peut-être un peu moins bien. Peut-être voilà, ils ont envie de changer d'air aussi un peu. Ils sont peut-être parfois un peu plus jeunes. Ils se disent, OK, pourquoi pas les États-Unis, ça peut être sympa. Euh, Faire le chemin MLR Pro D2, je pense que c'est tout à fait possible et à mon avis, de plus en plus de clubs vont le faire et le regarder parce que le niveau est quand même très intéressant. Faire le cheminement inverse, je dirais que c'est plus compliqué parce que euh, en fait, juste par le fait que, comme je te disais, la saison elle dure que 6 mois. Donc déjà, qu'est-ce que tu proposes à un joueur les autres 6 mois? C'est-à-dire que Hmm. il faut qu'il ait un projet solide ou qu'il sache déjà ce qu'il veut faire le reste de l'année. Puis après, il y a la question du visa aussi, qui est très compliquée à obtenir ici pour des étrangers. Donc j'ai eu pas mal déjà de joueurs français qui m'ont écrit pareil sur les réseaux, etc., en me demandant un peu comment ils pouvaient s'y prendre. Voilà, je les mets en contact avec les gens que je connais, les agents, enfin, le DG du club, etc. Mais c'est pas évident. Voilà, j'en ai parlé un peu avec Kylian Galtier à la Nouvelle-Orléans quand on les a joués. Voilà, lui, ça s'est un peu plus fait avec Nico Godignon. Donc voilà, c'était un peu sa porte d'entrée. Mais non, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Il y a un talonneur, Sam Amalolo, je crois, qui a signé à l'USAP aussi. Hmm. Donc non, ouais, voilà, le niveau de jeu fait que ce sont des joueurs tout à fait éligibles ou comment dire, voilà, crédibles pour la Pro D2. Et du coup, niveau international, parce que voilà, tu l'as dit, tu as été appelé par la sélection américaine. Tu vas partir en stage avec eux. Il y a 3 tests. Alors, je sais plus, c'est Belgique, Espagne et Angleterre à prime. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça le troisième Ouais, match. ouais. L'objectif, bon, évidemment, je suppose que déjà, ça va être te familiariser avec tes nouveaux collègues, même s'il y a quelques mecs de Chicago. Essayer évidemment d'avoir tes premières capes avec les États-Unis, mais à plus long terme, tu vises la Pacific Nations Cup et la Coupe du Monde en Australie. Ouais, c'est ça. On va dire que l'objectif, ce serait un peu ça. Comme tu dis, forcément, déjà, l'objectif, c'est d'y mettre un pied dedans, obtenir ma première cape si j'ai l'opportunité, bien sûr. Mais voilà, le projet un peu à long terme, c'était ça, même, on va dire, rien que le fait de venir aux États-Unis, c'était un peu lié à ça. C'est-à-dire, OK, on va essayer, ou j'aimerais bien essayer d'aller à la Coupe du Monde en Australie. Les contacts avec la sélection, ils durent depuis mon passage à Atlanta, mais bon, ça a toujours été un peu compliqué. Une fois, j'avais été appelé, mais ma compagne avait été enceinte, donc j'ai pas pu partir. Mais voilà, on va dire, ces 3 objectifs à court terme. Ben là, mettre un pied dedans, jouer.
essayer voilà, de me familiariser au mieux avec cet environnement. Deuxièmement, essayer de revenir à Chicago pour les 2 prochaines saisons, pour être un peu plus dans le fonctionnement de la fédération américaine et être sur place, ce qui va faciliter pas mal de choses. Et troisièmement, de euh, participer à la Coupe du Monde en 2027, si mon corps tient jusqu'à là. Ouais. T'as déjà pu en discuter avec les mecs de Chicago qui ont été appelés? Bon, évidemment, Nate notamment, mais les autres, je sais plus combien ils sont. Je crois que vous êtes trois ou quatre, non? C'est pas ça? On était 6 sur la liste élargie et là finalement on est 3 sur la liste finale en sachant que voilà pareil pour des gars un peu plus expérimentés, Dylan Fawcett et Bryce Campbell, c'est des choix personnels aussi on va dire Bryce vient d'avoir une petite et Dylan pareil pour des raisons familiales ils n'ont pas pu honorer leur sélection mais du coup on est 3 Nate, Noah Brown et moi ouais. Ouais. Et t'as pu en discuter avec eux un petit peu, t'as... Ouais, forcément, j'ai posé des questions sur voilà, comment ça se passe. Enfin, tout le monde m'a dit que c'est un environnement assez intense, on va dire. C'est un peu le maître mot du sélectionneur, c'est le travail, c'est-à-dire lui, il voit énormément par ça, le déplacement sur le terrain. C'est quelqu'un qui vient de l'univers, on va dire, de la data, donc il est très focalisé là-dessus. Je pense que là, la liste qu'il a sélectionnée, c'était pareil, on va dire, bon, toujours un bon mix, mais une forte dominante data, on va dire, sur des joueurs qui ont des grosses axelles, enfin, qui vont le plus vite, qui sautent le plus haut. Voilà, pour ensuite, on va dire, inculquer un projet de jeu commun à ça. Voilà, mais il veut quand même avoir des athlètes qui sont capables de rivaliser, on va dire, avec les meilleurs athlètes ailleurs. Qui ont peut-être un peu plus de rugby que les Américains, mais voilà, on m'a décrit ça, un environnement assez intense, mais pareil, toujours hyper organisé. Là, on a déjà les plannings pour je ne sais pas combien de temps. J'ai l'impression que c'est un truc américain, un peu de tout planifier. Chaque taille de chaussettes, de trucs, il collectionne tout. J'ai connu l'entraîneur des avants, Blake Bradford, à Atlanta, qui était entraîneur des avants aussi. Et il y a Steve Brett aussi, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui était ancien numéro 10, qui est passé un peu par le championnat français aussi, à Bayonne, à Narbonne, Lyon, qui était entraîneur à Atlanta quand j'y étais aussi, qui va s'occuper du jeu au pied. Donc voilà, on va dire, je connais deux, trois têtes, ce qui va faciliter un peu l'intégration et l'adaptation, je pense. Mais oui, à mon avis, enfin, ça va être 3 semaines assez intenses, notamment avec la chaleur qu'il fait actuellement en Caroline du Nord. Je crois où il fait 38, 39 tous les jours. Donc voilà, à mon avis, les 2 premiers matchs qui seront là-bas vont être assez durs. Ouais. Ok, bah écoute, moi je te souhaite juste déjà de prendre du plaisir avec la sélection, évidemment, et puis de passer un bon été, hein. Voilà, si... Nous on va suivre ça, évidemment. Ouais. Ouais, je pense qu'on essaiera de faire des petits débriefs des matchs des États-Unis pour rester vraiment dans l'univers MLR, etc. Et possible que je revienne t'embêter pour justement te poser quelques questions sur comment s'est passé le stage et puis après les matchs, si tu as l'occasion d'y participer, etc. Avec plaisir. Je pense que notamment là, le troisième match forcément contre l'Angleterre à Washington, enfin, ils ont annoncé une affluence pareil assez inhabituelle, on va dire, pour les États-Unis. Ici à Chicago, il y a la Nouvelle-Zélande qui joue contre l'Irlande aussi. Apparemment, c'est à guichet fermé. Donc parfois, on se demande d'où viennent ces gens ici qui regardent le rugby, mais non, avec plaisir, on pourra peut-être débriefer après ce troisième match, faire un bilan des tests de juillet de la première tournée. Ouais.